Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prospection sur LinkedIn et plus précisément du guide complet pour prospecter efficacement en 2026. C'est une vidéo, comme vous allez le voir, qui volontairement sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que le sujet est complexe et parce que les raccourcis ont fait énormément de dégâts ces dernières années. Avant d'expliquer comment prospecter, il faut d'abord comprendre le vrai problème d'aujourd'hui. Et ce problème, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est ni l'outil ni le canal. On est en 2026. LinkedIn fonctionne toujours, l'email fonctionne toujours, la prospection fonctionne globalement toujours. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le chaos. Alors pourquoi c'est le chaos? Parce qu'entre 2025 et 2026, il s'est passé quelque chose de très simple mais très violent. Une explosion du nombre d'outils combinée à l'explosion de l'usage de l'IA. Ces outils ont permis à énormément de personnes d'envoyer beaucoup plus de messages, beaucoup plus vite et surtout via beaucoup plus de canaux. Et l'IA a enlevé aussi une barrière psychologique énorme des gens qui n'osaient pas prospecter et qui se sont mis à envoyer des messages en automatique. Des gens qui envoyaient peu se sont mis donc à envoyer beaucoup plus. Et des gens qui envoyaient déjà beaucoup se sont mis à industrialiser le volume. Résultat, le volume des messages a explosé et en parallèle, le nombre de canaux a lui aussi augmenté. LinkedIn, mail, WhatsApp, Twitter, DM, formulaire, automatisation, multicanal. Tout le monde parle à tout le monde tout le temps. Et donc mécaniquement, il y a de plus en plus de bruit. Et quand il y a le plus de bruit, il se passe toujours la même chose. Les gens saturent, les boîtes de réception se remplissent, les messages se ressemblent et la tolérance au spam chute brutalement. Et aujourd'hui, la plupart des décideurs, ils en ont marre, ils reçoivent trop de messages, ils sont sollicités de partout et la conséquence directe, c'est que le taux de réponse, il baisse. Le coût d'acquisition client augmente, les pipelines deviennent de moins en moins prévisibles, les équipes sales n'arrivent plus à closer, les équipes marketing génèrent des leads que les sales ne veulent plus traiter et globalement, tout le monde a l'impression que ça ne marche plus. Mais c'est une mauvaise lecture de la situation. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce n'est pas que la prospection ne marche plus, c'est que le volume brut ne crée plus la performance. À une époque, envoyer plus pouvait suffire. Aujourd'hui, envoyer plus sans comprendre ce qu'on fait est contre-intuitif. La performance en 2026 ne vient plus du volume, elle vient des signaux. Et ces signaux, intention, timing, contexte, pertinence, c'est exactement ce dont on va parler pendant toute cette vidéo. Et croyez-moi, je sais très bien à quel point pour la plupart d'entre vous, tout ça peut être difficile. Quand je parle d'envoyer des messages ultra personnalisés en mode sniper, je sais exactement ce que vous vous dites. Vous vous demandez quel premier message envoyer, à quel moment l'envoyer, comment capter les bons signaux d'intérêt, comment savoir si une personne est réellement dans le bon contexte ou pas. Et pour être honnête, je vous comprends parfaitement. Moi non plus, je n'ai aucune envie de passer mes journées à faire de la prospection manuelle. L'objectif, ce n'est pas de revenir 10 ans en arrière et d'envoyer des messages un par un toute la journée. L'objectif, c'est justement d'utiliser les outils d'automatisation, et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas automatiser. Au contraire, aujourd'hui, on a tout intérêt à utiliser des outils automatiques, mais à une condition très précise. Ces outils doivent exécuter de bonnes actions. Et c'est là que la nuance est fondamentale, et qu'elle est souvent d'ailleurs mal comprise. Un outil d'automatisation, quoi qu'on en dise, ne réfléchit pas à votre place, en tout cas pas encore. Il exécute vos ordres, il exécute votre structure de campagne, il exécute votre logique de ciblage. Et si dès le départ, cette structure elle est mauvaise, l'outil ne fera qu'amplifier le problème. Donc si votre lead sourcing est mal fait, si vous ne ciblez pas les bonnes personnes, si vous ne tenez pas compte du contexte dans lequel vous allez prospecter, si vous ignorez complètement le timing, si vous ne captez aucun signal d'intérêt au moment du sourcing, alors peu importe l'outil que vous utilisez, peu importe le niveau d'IA, peu importe le volume, derrière vous allez envoyer des messages sans personnalisation réelle, sans effort, sans réflexion. Et vous allez lancer des campagnes sur 2000, 3000 leads, 4000 leads peut-être, et vous allez chercher du volume plutôt que de la pertinence. Et dans ce cas-là, oui, évidemment, ça ne marche pas. Et ce n'est pas une fatalité, c'est juste logique. Et dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer comment éviter ça. Donc, comment structurer votre prospection de manière intelligente, comment utiliser l'IA et l'automatisation comme des leviers, pas comme des béquilles, et surtout, comment capter les bons signaux au bon moment sans vous compliquer la vie. Et vous allez voir que contrairement à ce que beaucoup imaginent, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Et avant d'entrer dans la première étape concrète, il y a quelque chose que je veux clarifier dès maintenant. Mon rôle aujourd'hui et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de construire une véritable machine à cash, une machine à prospecter. Quand je parle d'une machine, je ne parle pas d'un truc froid ou déshumanisé, je parle d'un système structuré, cohérent et prévisible. Un système qui ne dépend pas de votre motivation du jour, un système qui ne s'effondre pas dès que vous arrêtez d'envoyer des messages pendant une semaine. Une machine à prospecter, c'est quelque chose qui vous permet de capter des opportunités en continu. Quelque chose qui vous permet d'identifier les bons prospects au bon moment, qui vous permet d'envoyer des bons messages dans le bon contexte.
et surtout qui vous permet d'apprendre et de vous améliorer avec le temps. L'idée, vous l'aurez compris, ce n'est pas de faire plus, l'idée c'est de faire mieux de manière répétable. Et cette machine, elle commence toujours au même endroit. Pas avec un message, pas avec un outil, pas avec de l'automatisation, elle commence par votre profil LinkedIn. Pourquoi est-ce qu'on commence dès la première étape par parler de votre profil LinkedIn? La réponse est très simple. Parce que la vente, et vous le savez déjà pour la plupart, c'est avant tout une question de confiance. Et cette confiance, elle ne se crée pas au moment où vous envoyez un message, elle se crée avant même que le prospect lise votre message. Parce que quand quelqu'un reçoit une sollicitation de votre part sur LinkedIn, son premier réflexe naturel, c'est pas de répondre. Son premier réflexe, c'est de cliquer sur votre profil, et c'est à ce moment-là que tout se joue. Si la personne arrive sur un profil qui n'est pas optimisé, pas de photo de profil ou une mauvaise photo de profil, avec une headline floue, une bio dans laquelle on ne comprend pas ce que vous faites, ou aucun contenu visible, comment voulez-vous qu'une confiance se crée dans l'esprit du prospect? C'est tout simplement impossible. Donc vous devez bien comprendre une chose, votre profil LinkedIn, c'est une page de vente, c'est une landing page. Ce n'est pas un CV, ce n'est pas une carte de visite, c'est une page de vente personnelle. Et comme toute page de vente, elle a un seul objectif, rassurer, clarifier et donner envie d'aller plus loin. Alors avant de continuer, je veux revenir sur une erreur que je vois extrêmement souvent. Beaucoup de personnes, surtout quand elles débutent sur LinkedIn, pensent que la bonne stratégie, c'est de créer une page d'entreprise. Très honnêtement, dans la majorité des cas, c'est une mauvaise idée. Ce que vous voulez sur LinkedIn, surtout quand vous êtes solopreneur, coach ou fondateur d'agent ou dirigeant, ce sont de beaux profils personnels parce que les gens ne s'attachent pas à une page d'entreprise. Ils s'attachent à vous, à une personne. Et votre business, ne l'oubliez pas, c'est l'extension de vous ou de vous-même. Donc votre identité, elle est indissociable de votre activité. Donc ce que vous devez construire, c'est pas une marque froide, c'est un lien humain. Maintenant, parlons de la première chose vraiment essentielle dans l'optimisation de votre profil, la photo de profil. Votre photo de profil, c'est littéralement le premier point de contact visuel avec un prospect. C'est la première impression. Et comme souvent, il n'y en a qu'une. Il faut absolument que ce soit une photo où l'on voit clairement votre visage, une photo nette, une photo propre, une photo dans laquelle vous êtes souriant, mais pas trop non plus. Il y a un équilibre à trouver. Il ne faut pas tomber dans quelque chose de trop corpo non plus, trop rigide, trop figé, mais il ne faut pas non plus aller à l'extrême opposé avec une photo trop décontractée, trop cool, qui manque de sérieux. L'objectif, c'est de dégager à la fois de la crédibilité et de l'accessibilité pour vous donner une image très simple. Imaginez que vous êtes invité à un dîner business avec un événement de networking en physique. Si vous tirez la gueule, personne ne viendra vous parler. Si vous êtes trop rigide, trop fermé, ça va créer une certaine distance. Mais si vous dégagez de la confiance, du sérieux, avec un léger sourire, quelque chose de naturel, alors vous allez devenir approchable. Sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. Votre photo doit donner envie de vous parler. Elle doit refléter quelqu'un de professionnel, mais humain, à qui on a envie d'aller échanger. Et j'en profite pour faire une parenthèse très concrète là-dessus. Personnellement, j'ai retravaillé mon profil LinkedIn avec Thomas Fournier. Thomas, son métier, c'est littéralement de créer des profils LinkedIn uniques et professionnels. Il a accompagné des centaines de personnes sur l'optimisation complète de leur profil. Alors, je suis absolument pas payé pour dire ça, mais il a fait un travail énorme sur mon profil et surtout, il a créé une masterclass extrêmement complète, étape par étape sur le school de Thinky. Ce school, il est entièrement gratuit et vous avez des tutos de A à Z et il vous montre précisément comment optimiser votre profil, votre photo, votre headline, votre bio, votre positionnement. Et je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez voir l'avant-après de mon profil et surtout suivre exactement le process qu'il a construit. Encore une fois, l'objectif ici, c'est pas de faire du joli, c'est de poser les bases de la confiance. Parce que tant que votre profil LinkedIn ne fait pas ce travail-là pour vous, tout ce que vous ferez ensuite, message, optimisation, campagne, ça sera beaucoup plus difficile. Ensuite, on va voir donc la deuxième étape absolument clé dans l'optimisation de votre profil LinkedIn, la bannière. Et là encore, je pourrais presque vous renvoyer directement vers le school parce que Thomas explique extrêmement bien comment construire une bannière efficace, quels sont les éléments essentiels à y intégrer et surtout dans quel ordre est travaillé, mais je vais quand même vous donner les principes fondamentaux ici. La première chose à comprendre, c'est que la bannière, c'est pas un élément de déco. C'est pas juste un visuel sympa pour faire joli. Avant même de penser design, couleur, branding, vous devez travailler le copywriting de votre bannière. Votre bannière doit transmettre un message clair. Alors oui, bien sûr, la forme compte. Oui, il faut que ça soit propre, lisible, esthétique. Oui, il faut que ça soit cohérent avec votre image et votre univers et votre branding. Mais ce qui compte avant tout, c'est le fond. Quand quelqu'un arrive sur votre profil, votre bannière doit lui permettre de comprendre immédiatement 3 choses. Ce que vous faites, pour qui vous le faites et pourquoi il devrait vous faire confiance. Et c'est pour ça que votre bannière, elle doit contenir des éléments de réassurance. Et ces éléments peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des logos d'entreprise que vous avez accompagnés. Ça peut être un nombre de clients, ça peut être un volume de résultats, ça peut être des avis ou des preuves de social fortes. L'idée, c'est pas d'en mettre
non plus partout. Attention au piège du fourre-tout. Une bannière surchargée devient illisible et contre-productive. Mais vous devez sélectionner quelques éléments de réassurance pertinents et les mettre en avant clairement. Et ces éléments sont indispensables parce qu'ils montrent une chose très simple aux prospects. Vous ne sortez pas de nulle part. Vous avez déjà aidé des gens et ce que vous proposez fonctionne. Gardez bien en tête une chose, la bannière est la première chose que les prospects vont voir quand ils arrivent sur votre profil, avant même de voir votre headline, de voir votre bio. Donc c'est pour ça que vous devez vous poser une question très simple. Quel est le premier message que je veux faire passer à quelqu'un qui arrive ici, qui arrive sur votre profil LinkedIn? Et c'est là que je vois une erreur extrêmement fréquente. Beaucoup de personnes s'inspirent beaucoup trop de leurs concurrents. Ils regardent ce que font les autres. Ils copient la structure des bannières, ils copient les phrases des autres, ils copient les codes visuels. Résultat, vous vous retrouvez avec des bannières qui se ressemblent toutes, des profils qui sont interchangeables et aucune différenciation réelle. Et votre bannière doit justement être un élément de différenciation. Donc quand quelqu'un arrive sur votre profil, il doit comprendre en quelques secondes ce que vous faites concrètement, qui est-ce que vous aidez, ce que vous faites gagner finalement aux gens et en quoi vous êtes différent des autres. Pas besoin non plus d'en faire trop, mais il faut que ça soit clair, assumé, distinct. Et je vais vous montrer à l'écran plusieurs exemples. Donc d'abord l'avant-après de ma propre bannière au travail avec Thomas, et ensuite d'autres exemples de profils qui au départ avaient des bannières peu lisibles, peu claires, peu orientées valeur et qui ont été complètement retravaillées. Et vous verrez très bien la différence entre une bannière qui fait joli et une bannière qui travaille pour vous. Et je tiens aussi à préciser une chose importante, vous n'êtes absolument pas obligé de passer par un expert pour faire une bannière. Si vous débutez, si vous ne voulez pas investir tout de suite dans du branding avancé, vous pouvez très bien utiliser un outil comme Canva. Canva, il propose énormément de modèles de bannières et vous pouvez en choisir un, l'adapter à vous, changer la typo pour éviter de faire des copier-coller, ajuster les couleurs, modifier les visuels et en 15-20 minutes, les grand max 45 minutes, vous pouvez avoir une bannière propre, claire, efficace. L'essentiel, encore une fois, c'est pas la perfection graphique, c'est la clarté du message et la crédibilité que vous allez dégager parce que votre bannière, au même titre que votre photo de profil, c'est un levier de confiance et tant que cette confiance n'est pas installée, le reste de votre prospection aura beaucoup plus de mal à fonctionner. Ensuite, juste en dessous de votre photo de profil, de votre bannière et de votre nom, il y a bien évidemment le descriptif de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et ça, c'est un point sur lequel énormément de personnes se trompent parce que la plupart des gens vont mettre simplement leur poste CEO de XYZ, fondateur de Y, consultant chez Tartampion. Bon, dans votre cas, c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que vous êtes en quelque sorte votre propre publicité. Et que vous soyez CEO, fondateur, freelance ou consultant, c'est pas l'intitulé de poste qui intéresse vos prospects. Excusez-moi du terme, mais ils s'en battent les couilles, quoi. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous leur apportez. Donc oui, vous pouvez indiquer votre rôle si vous le souhaitez, mais ce n'est clairement pas l'élément le plus important. Ce qui doit ressortir en priorité à cet endroit-là, c'est votre proposition de valeur, votre valeur ajoutée. En clair, ce que vous faites, pour qui vous le faites, et le résultat que vous proposez, votre promesse finalement. Par exemple, j'aide tel type d'entreprise à obtenir tel résultat grâce à telle méthode. Et ce sont des formulations qu'on voit partout, c'est vrai, mais si on les voit partout, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que ça fonctionne. Et l'objectif, il est très simple, c'est qu'en une phrase, en quelques secondes, simplement en balayant votre profil du regard, photo, bannière, titre, on doit comprendre concrètement qui vous êtes et ce que vous faites. Et si c'est pas clair à ce stade, vous perdez déjà une partie des personnes qui arrivent sur votre profil. Et ensuite, quand on continue à descendre, à scroller votre profil, on tombe sur plusieurs éléments. Il y a les posts, donc on va en reparler juste après, mais avant ça, il y a la section. Il y a une section extrêmement importante, la section à propos ou info, selon la version LinkedIn que vous avez. Et c'est ici que vous pouvez développer un peu plus votre proposition de valeur. Vous pouvez expliquer plus en détail ce que vous faites, à qui ça s'adresse, ce que vos clients gagnent concrètement, en travaillant avec vous, comment ça se passe, comment vous les accompagnez. Et encore une fois, vous l'avez compris, hein, avant même de parler des posts ou de la stratégie de contenu, votre profil LinkedIn doit être pensé comme une landing page. Il va y avoir des visiteurs qui vont arriver effectivement sur votre compte LinkedIn et ces visiteurs vont s'intéresser à vous. Et chaque élément qu'ils découvrent doit être bien réfléchi dans un seul but, les rassurer, leur donner envie de prendre contact avec vous et de répondre à votre message. Et tout ce que vous allez écrire sur votre profil doit être orienté bénéfice pour votre prospect, bénéfice pour vos clients. Et surtout, vous devez répondre à une question centrale. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance? Et c'est pour ça que vous ne devez jamais hésiter à utiliser tous les éléments de réassurance possibles.
les recommandations, les témoignages, les preuves sociales, votre parcours si vous le souhaitez, votre expérience, vos résultats apportés. Et n'ayez pas peur d'en faire trop sur ces éléments-là. Ce sont eux qui justifient votre légitimité et ce sont eux qui expliquent pourquoi vous avez du succès. Et ce sont eux aussi qui font que quelqu'un va se dire « Ok, cette personne, elle sait de quoi elle parle ». Encore une fois, pensez votre profil comme une landing page, une page de vente personnelle. Vous êtes marketeur, entrepreneur, commercial, vous savez exactement de quoi je parle. À ce stade, on peut considérer que la première étape est en place. Vous avez un profil qui est posé. Les fondamentaux sont là et c'est important de le comprendre. Ce pilier-là, une fois qu'il est bien construit, il ne bouge pas énormément dans le temps. Vous l'ajustez de temps en temps si vous changez de logo ou de headline, ou voilà. Mais la structure, elle reste la même. Dernier élément, clairement sous-coté, donc très peu de personnes parlent, mais qui est pourtant extrêmement important, c'est la section sélection. La section sélection, c'est littéralement l'endroit où vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre en avant sur votre profil. Et c'est extrêmement stratégique. Pourquoi? Parce que c'est l'une des premières zones cliquables que les prospects voient quand ils arrivent sur votre profil. Et c'est ici que vous devez placer vos appels à l'action, donc vos appels à l'action principaux, vos CTA, un lien vers le site, un lien vers une page de prise de rendez-vous, une ressource gratuite, une démo, un post clé qui explique votre méthode ou un témoignage client. Bref, tout ce qui permet aux prospects de passer à l'étape suivante. Et beaucoup de profils font l'erreur d'avoir une section sélection qui est vide ou remplie avec des éléments au hasard. Alors que cette section doit être pensée comme un raccourci. Quand quelqu'un arrive sur votre profil, qu'il comprend ce que vous faites, qui vous êtes, grâce à la bannière, au titre, etc., qu'il est rassuré, il va esthétiquement chercher « Ok, je fais quoi maintenant? C'est quoi la suite ?» Si votre profil est une page de vente, la section sélection, c'est votre bouton principal. Donc prenez le temps de le travailler, choisissez un ou deux éléments maximum avec un message clair, un objectif clair, parce que c'est très souvent ici que le clic se fait et que les visiteurs à LinkedIn deviennent un lead. Maintenant, on va passer à la deuxième grande étape, parce que oui, il y a d'autres éléments extrêmement importants sur votre profil LinkedIn. Ce sont donc vos posts. Les posts, ce sont les publications que vous pouvez faire régulièrement et que vous devez faire quelque part régulièrement, des textes, des vidéos, des photos. Et ces posts, il faut absolument s'en servir. Pourquoi? Parce que votre profil, aussi optimisé soit-il, s'il reste statique, il est là, il attend qu'on le visite. Les posts, eux, ils sont vivants. Et c'est eux, effectivement, qui vont vous rendre visible. Ils vous positionnent, ils montrent effectivement votre expertise. Et quand quelqu'un commence à s'intéresser à vous, il ne va pas seulement lire votre profil, il va regarder ce que vous publiez. Il va voir comment est-ce que vous pensez. Il va voir ce que vous défendez. Il va comprendre vos valeurs. Il va comprendre votre boîte, votre ADN. Et c'est souvent à ce moment-là que les décisions se font. Est-ce que j'ai envie d'échanger avec ce gars ou pas? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Étape numéro 2 maintenant, la stratégie de contenu. Vous devez impérativement créer du contenu. Et la raison, elle est très simple. Même si vous avez un profil LinkedIn parfaitement optimisé, même si votre photo est propre, votre bannière est claire, votre proposition de valeur est limpide, si personne ne voit votre profil, ça sert à rien. C'est comme avoir un site internet qui n'a pas de trafic. LinkedIn, c'est exactement la même chose. Votre profil, c'est la page de vente. Vos publications, c'est le trafic. Et sans publication, pas de trafic. Et sans trafic, pas d'opportunité. C'est pour ça que la création de contenu est indispensable. Maintenant, parlons concrètement de comment aborder le contenu. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram il y a plusieurs années ou sur LinkedIn, j'avais j'avais la dalle, il fallait rentrer du cash, il fallait rentrer du lead et il fallait donc rentrer du trafic. Et j'ai choisi une stratégie très agressive, je publiais tous les jours, 7 jours sur 7. Je me suis même fait accompagner par une agence dès le départ pour aller plus vite. Mais attention, vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose. L'objectif n'est pas de publier énormément, l'objectif c'est d'être régulier, persévérant et de produire du contenu de qualité. Créer du contenu, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Et vous n'avez pas besoin de connaître tous les hacks de viralité, mais vous devez quand même comprendre les bases. Comment structurer un post, comment écrire un bon hook, comment maintenir l'attention, comment faire passer un message clair. Et aujourd'hui, on a énormément d'outils qui peuvent vous aider là-dessus, notamment des outils basés sur l'IA. Par exemple, je pense à Linkpost, un outil créé par Yanis Esman et qui est un outil effectivement que j'utilise personnellement. Et le principe est simple. L'outil, il analyse votre profil LinkedIn, votre positionnement, votre activité, vous propose des idées de posts adaptées à votre profil. Et quand vous débutez ou quand vous n'avez pas envie de passer des heures à réfléchir à quoi poster, ce genre d'outil peut vous aider à gagner énormément de temps. Mais attention, et c'est un point très important, l'outil ne remplace pas la stratégie. Une fois que vous avez compris comment créer des posts ou que vous avez trouvé l'outil qui vous aide à les produire, vous devez absolument structurer votre stratégie de contenu. C'est-à-dire répondre à des questions très simples.
Combien de fois par semaine est-ce que je m'engage à publier? Quel jour je veux publier? À quelle heure je vais publier? Et surtout, quel type de contenu je publie chaque jour? C'est ça le plus important. Vous pouvez commencer très simplement, par exemple, en disant, OK, je vais poster 4 posts par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. En termes d'horaire, bon, si vous voulez optimiser, vous avez qu'à faire, par exemple, entre 8 et 9 heures. Mais j'ai toujours à cœur de dire que si de toute façon un post doit bien marcher, il marchera. Mais bon, généralement, les moments où il y a le plus de trafic sur LinkedIn, ce sont sur ces horaires-là. Mais soyons clairs, le plus important, c'est pas l'heure parfaite, c'est la régularité. Et une fois que vous avez fixé votre rythme, le point vraiment stratégique, ce sont les thèmes de vos posts. Et là, on arrive sur un framework que vous avez sûrement déjà vu passer, Tofu, Mofu, Bofu, Top of Funnel, Middle of Funnel, Bottom of Funnel. L'objectif de votre contenu n'est pas unique. Il y a 3 grands rôles à remplir. 1, vous apporter de la visibilité. 2, éduquer vos prospects à démontrer votre expertise. Et 3, convertir. Et quand vous débutez et que vous n'êtes pas encore visible, vous devez privilégier le tofu. Des contenus qui touchent large, des contenus qui génèrent de la portée, des contenus qui vous font découvrir par de nouvelles personnes. Et si vous publiez 4 fois par semaine, moi je vous recommande par exemple d'avoir au moins 2 posts tofu, parce que comme ça vous avez, parce que là aujourd'hui vous avez besoin d'élargir votre audience. Et c'est aussi là que certains outils comme Linkpost sont intéressants, parce qu'ils s'appuient sur de l'analyse de centaines de milliers voire de millions de posts qui permettent d'avoir une certaine prédictibilité sur les formats et les angles qui peuvent performer. Et ensuite vous avez les contenus donc type Mofu, et là on est sur de l'éducation, donc du conseil, c'est du partage d'expertise. C'est ici que vous montrez que vous savez de quoi vous parlez, que vous comprenez les problématiques de votre marché et que vous êtes quelque part légitime. Et enfin, dernier type de contenu, vous avez le Bofu, et contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas besoin d'en faire souvent. Une fois par semaine ou même une fois toutes les 2 semaines au début, c'est largement suffisant. Le Bofu, c'est le contenu qui incite à l'action, celui où vous parlez clairement de vos services, de votre offre, de ce que vous proposez. Mais attention, même le Bofu doit être quand même bien structuré, parce que c'est pas juste « voici mon offre ». Non, c'est du contenu packagé, réfléchi, qui apporte encore de la valeur tout en proposant une suite logique. Et je veux insister sur un point très important pour finir. Ce n'est pas grave si un post ne fait pas beaucoup d'impressions. Ce n'est pas grave si un post ne performe pas le jour où vous publiez. Votre contenu ne sert pas uniquement à faire des vues. Il sert à consolider votre profil. Peut-être qu'un post qui a très peu marché aujourd'hui quand vous l'avez publié sera celui qui convaincra un prospect dans 1 mois ou dans 2 mois. Quand il visitera votre profil, qui va scroller vos publications, bam, il va tomber dessus et c'est à ce moment-là où il va convertir. Donc l'objectif n'est pas de regarder la vanity métrique. L'objectif, c'est la cohérence, la constance, la crédibilité sur la durée. Donc ne jugez pas votre stratégie de contenu uniquement au nombre d'impressions, jugez-la à sa capacité à soutenir votre prospection. Donc voilà pour la stratégie de contenu. Maintenant qu'on a posé ce 2e pilier, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3, le ciblage. Autrement dit, l'identification précise de vos cibles. Et là, je vais insister lourdement, parce que c'est probablement l'erreur numéro 1 que je vois depuis des années, que ce soit aujourd'hui avec les utilisateurs Thinky, ou avant quand j'accompagnais des solopreneurs, des freelances ou des agences dans mon organisme de formation. Tant que votre persona, tant que votre ICP n'est pas ultra clair, ça ne sert strictement à rien d'essayer de prospecter. Je vais le répéter, je pourrais le répéter 100 fois, cibler tout le monde, ça revient à cibler personne. Quand je vois des gens qui se lancent sur LinkedIn et qui me sortent des listes de 3000 coachs sportifs, que je vois des listes Sales Navigator avec CEO de TPE, PME entre 10, 11 et 50 salariés, putain les gars, c'est beaucoup trop vague, beaucoup trop large, beaucoup trop imprécis. Et je peux vous le dire très clairement, vous n'aurez aucun résultat, sinon vous allez vous fatiguer et vous allez avoir des résultats qui vont vous demander beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sur un marché où le volume crée la performance. Je l'ai dit au début de la vidéo, le volume ne crée plus le résultat, la performance vient des signaux. Et pour capter des signaux, il faut une clarté absolue sur votre ICP. Et quand je parle de clarté, attention, je ne parle pas de créer un persona bullshit sur une slide PowerPoint pour faire joli. Non, je parle de connaître votre ICP sur le bout des doigts. Comprendre sa psychologie, ses frustrations, ses peurs, ses priorités, ses contraintes business, son timing et les événements qui déclenchent une décision chez lui. Et c'est ça le socle de toute votre prospection finalement. Et d'ailleurs, pour être très concret, j'ai créé dans mon school une formation complète sur la structuration de votre business avec un document prêt à remplir pour vous aider à définir, si ce n'est pas déjà fait, votre ICP de manière extrêmement précise. Ce n'est pas un exercice
théorique, hein, c'est un document opérationnel conçu pour vous forcer à clarifier votre cible. Le School, il est entièrement gratuit, vous pouvez récupérer ce document et le compléter dès aujourd'hui. Mais tant que ce travail n'est pas fait, ne créez pas de liste de leads, ça sert à rien. Vous perdez votre temps et soyons honnêtes, 2 secondes, il y aura toujours des flemmards parmi vous, des gens qui ne feront pas cet exercice et qui continueront à cibler trop large et qui dans 6 mois seront exactement au même point en disant que LinkedIn ne marche pas. Et si vous voulez des résultats, il faut suivre le process à un moment donné les gars, donc je prends un effort pour vous. Une fois que votre ICP il est clair, parfaitement clair même, la deuxième grosse erreur que je vois, c'est l'ordre dans lequel les gens prospectent. La plupart des gens commencent directement par la prospection à froid. Ils créent des listes, ils envoient des messages, ils automatisent. Alors que dans la réalité, vous avez déjà plein d'opportunités sous les yeux. La logique, elle est très simple. On commence toujours par les leads les plus chauds. Puis on descend progressivement en température. Première étape, les leads chauds, les gens dans votre réseau, donc qui sont déjà dans votre réseau, les personnes qui vous connaissent, qui vous suivent, qui like ou qui commentent vos posts, qui ont déjà une forme de confiance envers vous. Et c'est là que vous devez commencer à aller parler avec ces gens, créer des échanges. Pas pour vendre directement, mais pour ouvrir des conversations. Une fois que vous avez exploité votre réseau chaud, vous pouvez maintenant passer au réseau tiède. Et là, c'est exactement le moment où l'automatisation intelligente prend tout son sens. Par exemple, grâce à Synki, vous pouvez mettre en place des automatisations très simples mais ultra puissantes. Du style, dès qu'une personne vous envoie une invitation sur LinkedIn, si elle correspond à votre ICP, l'invitation est automatiquement acceptée et un premier message est envoyé pour engager la discussion. Pareil pour les personnes qui like ou qui commentent vos posts, mais qui ne font pas encore partie de votre réseau, Synki permet d'automatiser l'envoi d'un message ou d'une invitation pour créer un échange. Pourquoi c'est puissant ? Parce que ce sont des conversations que vous n'auriez jamais eu le temps de gérer manuellement. Et vous n'allez pas tous les soirs passer 1 heure à cliquer sur chaque profil qui a liké ou qui a commenté. L'outil le fait pour vous. Et vous vous concentrez sur ce qui compte, la discussion. Et c'est là que se cache énormément de chiffre d'affaires. Parce que ce sont des leads tièdes, déjà intéressés, qui ont déjà été éduqués par votre contenu. Une fois que vous avez exploité votre réseau chaud, puis votre réseau tiède, là seulement vous pouvez effectivement passer à la prospection à froid. Et attention, prospection à froid ne veut pas dire prospection à l'aveugle. À ce stade, vous allez créer des listes de leads très ciblées, avec des méthodes de sourcing bien définies, toujours en lien avec votre ICP. Et vous allez chercher des leads dans des contextes précis. Vous allez donc capter des signaux précis. Par exemple, je cherche des startups qui viennent de lever des fonds, ok. Par exemple, ils sont en levée de fonds série A, série B, seed. Par exemple, des créations ou des refontes de sites internet, des sites mal optimisés, des entreprises qui recrutent, des personnes qui ont visité votre profil, des personnes qui ont interagi avec votre contenu, des changements de poste, des croissances d'équipe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des sales triggers. Et ce sont des indicateurs clés qui vous permettent d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et une fois que vous avez identifié ces signaux, au moment du sourcing, vous devez créer des campagnes en parfaite adéquation avec ces signaux. Pas de messages génériques, des messages contextualisés, personnalisés et pertinents. Encore une fois, le lead sourcing et les sales triggers pourraient faire l'objet d'une vidéo d'1 heure entière, mais dans le School, il y a énormément de ressources, de tutos, d'experts aussi, qui ont des agences de setting qui expliquent comment créer des listes de leads de très haute qualité. Mais si je devais résumer cette étape numéro 3 en une seule logique, ça serait celle-ci. 1. J'exploite mes leads chauds. 2. J'automatise intelligemment mes leads tièdes pour créer donc des conversations de qualité. 3. Je structure des listes de leads à froid, ultra ciblées, basées sur des signaux précis avec un maximum de personnalisation. Et si vous mettez ces 3 niveaux en place correctement, vous commencez à construire une vraie machine de prospection. Une machine qui génère des conversations continues avec des prospects intéressants et qui mécaniquement génère des rendez-vous. Et maintenant, on va passer donc à l'étape numéro 4, qui est probablement l'étape la plus mal comprise de toutes. Le copywriting, les messages, l'approche, la manière dont vous allez contacter vos prospects. Et avant d'entrer dans des exemples concrets, j'aimerais que vous fassiez un exercice mental. Imaginez une scène très simple. On se croise dans la rue, vous et moi, ou alors vous êtes accoudés à un bar tranquillement, peu importe. Quelqu'un s'installe à côté de vous et vous regardez, vous dit « Salut, écoute, j'ai préparé un PDF pour toi dans lequel je peux t'expliquer comment le SEO peut te permettre d'avoir X visites en plus sur ton site. Qu'est-ce que vous allez penser de cette personne ?» Très probablement que c'est quelqu'un de complètement robotique, qui en a rien à foutre de moi et qui vient me vendre son truc, que son approche, elle est artificielle et qu'il récite quelque chose qu'il a dit des 50aines de fois dans la journée. Et dans la majorité des cas, vous allez soit l'ignorer, soit l'envoyer balader. Et maintenant, question simple. Pourquoi est-ce que vous faites la même chose sur LinkedIn ?
Pourquoi est-ce que dès le premier message, vous cherchez à vendre votre solution? Pourquoi est-ce que vous balancez un pitch, une offre, un lien, un PDF, sans même avoir créé la moindre interaction humaine? La prospection, c'est pas une démonstration de force, c'est une mise en relation. Et l'objectif du premier message, c'est pas de vendre, c'est pas de convaincre, c'est pas de closer. L'objectif du premier message, il est extrêmement simple. Obtenir une réponse. Obtenir une putain de réponse. C'est ça votre objectif, c'est tout. Et pour obtenir une réponse, il faut mettre votre interlocuteur à l'aise. Et ça passe par des messages humains, des messages courts, des messages simples, des messages qui donnent envie de répondre, pas de fuir. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'informations à disposition sur LinkedIn, sur le profil de la personne, son poste, son activité, son contenu, ses interactions. Et des outils comme le mien, comme Synki ou d'autres automatisations, vous permettent d'exploiter ces informations intelligemment grâce à des variables. Ça ne veut pas dire faire des messages ultra longs et ultra personnalisés à la main. Ça veut dire éviter de passer pour un touriste qui envoie un message automatisé cramé à 10 000. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer un message court, pas un pavé, une présentation, pas une présentation complète, pas une sollicitation lourde, un message simple avec une question claire. Par exemple, je vais vous donner un message que j'utilise moi-même et qui fonctionne très bien. Hello prénom, question rapide, quelles sont tes méthodes de prospection actuelles? C'est tout. Ce message, il est simple, il est direct, il est humain, il ne vaut rien et il ouvre une discussion. Ça va être facile pour effectivement le prospect de vous répondre. Donc vous allez avoir un bon taux de réponse. Et surtout, il respecte une règle fondamentale, il ne demande pas un effort énorme au prospect. Répondre à une question simple, c'est facile. Télécharger un PDF, booker un call, écouter un pitch relou, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et c'est pour ça que ce type de message fonctionne beaucoup mieux. Et je veux vraiment que vous compreniez quelque chose de très important. Vous pouvez être cash en prospection. Mais être cash ne veut pas dire être commercial. Être cash, c'est poser une question claire. C'est être transparent sur votre intention. C'est pas tourner autour du pot. Une fois que vous avez une réponse, là, la discussion commence réellement. Et c'est là que votre travail commence. Vous allez creuser, vous allez poser des questions, vous allez chercher à comprendre, vous allez créer de la confiance. Vous pouvez amener un petit peu d'humour pour que ça soit sympa aussi. Vous pouvez rendre l'échange agréable. Vous pouvez montrer que vous êtes un humain et pas un robot finalement. Et c'est à ce moment-là que tout ce qu'on a vu dans la vidéo prend son sens. Votre profil LinkedIn est optimisé, votre contenu est cohérent, vous avez des posts qui montrent votre expertise, vous avez des éléments de réassurance, donc naturellement, la discussion, elle est fluide. Et parce que vous avez créé la confiance, parce que vous avez compris le contexte, parce que vous avez posé les bonnes questions, proposer un rendez-vous devient logique. Pas forcé, pas agressif, ça devient logique. Et c'est comme ça que vous obtenez des taux de réponse bien supérieurs à la moyenne. Maintenant, je veux aussi être très clair sur un point parce que je vois énormément de promesses bullshit sur le sujet. Non, il n'existe aujourd'hui pas d'IA magique qui va prospecter parfaitement à votre place, toute seule, sans réflexion humaine. Dire le contraire aujourd'hui, c'est du flan, c'est de la merde, je suis absolument pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, les IA, elles sont extrêmement puissantes pour aider, pour structurer, pour suggérer, pour accélérer, pour vous aider à copywriter des messages, certainement. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore, je dis pas qu'on n'arrivera pas à ce stade, on n'en est pas encore à ce stade où vous pouvez appuyer sur un bouton et déléguer entièrement votre prospection sans aucun contrôle. Et honnêtement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que la prospection, elle reste quand même une compétence humaine basée sur la compréhension, le contexte, le timing et la relation. Et les outils et l'IA, elles doivent vous assister à automatiser finalement toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée et pas vous remplacer. Et si vous utilisez l'automatisation pour exécuter des messages intelligents, humains et bien pensés, vous devenez extrêmement efficace. Si vous utilisez l'automatisation pour envoyer du spam plus vite, vous devenez invisible. Et toute la différence, elle se fait là. Et il y a un dernier point très important que je veux ajouter sur notamment le premier message, que beaucoup de gens négligent complètement, c'est l'A/B testing. Votre premier message, c'est pas quelque chose que vous allez écrire une fois pour toutes. C'est une hypothèse. Et tout comme hypothèse en marketing ou en vente, elle doit être testée. Concrètement, ça veut dire que vous devez tester plusieurs variantes d'un même message. Une variante avec une question plus directe, une autre plus soft, une autre plus contextuelle, une autre avec un peu plus d'humour. Et derrière, vous devez suivre les statistiques, le taux de lecture, le taux de réponse, la qualité des réponses. Parce que c'est pas forcément ce que vous pensez qui fonctionne qui compte. C'est ce que le marché vous montre, c'est ce que les stats vous montrent. C'est d'ailleurs pour ça que sur Synki, on a intégré nativement l'A/B test des messages. Et vous pouvez lancer du coup plusieurs variantes d'un premier message dans une même campagne et suivre très simplement les performances de chaque version. Et vous voyez rapidement quel message donc génère le plus de réponses et surtout lequel génère les conversations les plus qualitatives. Et à partir de là, vous ne prospectez plus à l'intuition, vous prenez des décisions basées sur des données réelles et c'est exactement à ce moment-là que votre prospection commence à devenir prévisible.
Vous identifiez ce qui fonctionne, vous éliminez ce qui ne fonctionne pas et vous scalez uniquement les messages qui performent. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 5, qui est une étape absolument critique et pourtant complètement sous-estimée, les relances. Je vois énormément de personnes perdre un pognon pas possible toutes les semaines, tous les mois, sur des conversations déjà engagées, simplement parce qu'elles n'osent pas relancer, par peur de déranger, par peur de passer pour du spam, par peur de forcer les gens. Et soyons très clairs tout de suite, relancer, ce n'est pas spammer. Ce qui est du spam, c'est relancer n'importe comment, n'importe quand, sans contexte et sans intelligence. Évidemment, si vous relancez quelqu'un 2 fois par jour ou si vous relancez au bout de 24 heures parce que la personne n'a pas répondu assez vite, là, vous êtes agressif. Et c'est absolument pas ce que je vous recommande. Mais une relance bien faite au bon moment est extrêmement efficace. Et vous devez accepter une chose très simple, ne pas répondre ne veut pas dire ne pas être intéressé. Posez-vous une question honnêtement. Combien de fois, ça vous est déjà arrivé de lire un message et de dire « Ah putain, il faut que je réponde » et puis d'être interrompu parce que vous étiez en déplacement, vous récupérez les gosses à la fin de la journée, vous étiez dans un contexte pas du tout propice pour répondre, et puis vous oubliez. Et pourtant, l'échange, il vous intéressait. Et c'est exactement la même chose pour le prospect. Donc, relancer quelqu'un, si c'est fait intelligemment, avec bienveillance, avec respect, et dans une temporalité raisonnable, c'est pas une agression. C'est souvent un service que finalement vous rendez au prospect. Et je vais vous donner maintenant quelques exemples très concrets de relance que j'utilise moi-même, que j'ai utilisé pour des clients et que les utilisateurs de Synki utilisent avec de très très bons résultats. Première relance très simple, 2 à 3 jours après le premier message, par exemple, hello prénom, je me permets de te relancer en toute bienveillance. Moi aussi, ça m'arrive souvent de lire un message et d'oublier de répondre. Du coup, je me permets de revenir vers toi. De ton côté, comment ça avance? Ce message, il fonctionne très bien. Pourquoi? Pour une raison très simple, il est humain, il enlève la pression et il ne reproche rien. Et il remet simplement la conversation sur la table. Autre variante, vous pouvez reprendre la question de votre premier message et la reformuler légèrement pour relancer l'échange sans paraître insistant. Deuxième façon de relancer, que j'aime d'ailleurs beaucoup et qui est encore plus naturelle, c'est utiliser l'activité du prospect. Par exemple, 2 à 3, 4 jours après, vous allez liker une publication qui vient de poster, donc en automatique avec Synki, puis vous allez envoyer un message du type « Hello prénom, j'ai vu ton post de ce matin, je l'ai liké et ça m'a fait penser qu'on n'avait pas eu encore l'occasion d'échanger ensemble. Du coup, je me permets de te relancer. » Et là, c'est extrêmement logique, extrêmement humain. C'est surtout parfaitement contextualisé. Vous ne sortez pas de nulle part, vous rebondissiez sur quelque chose de réel. Et autre option aussi qui fonctionne très bien, c'est l'humour. Moi je suis pas quelqu'un qui aime utiliser l'humour en prospection, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Les gifs personnalisés, bien choisis, pas lourds, ça peut très très bien marcher, à condition, encore une fois, que ce soit fait avec intelligence et parcimonie. L'objectif d'une relance n'est pas de forcer, c'est de redonner une opportunité à la conversation d'exister. Et personnellement, je recommande 2 à 3 relances maximum. Pas plus. Au-delà, ça devient contre-productif pour moi. Et si après 2-3 relances bien faites, la personne ne répond toujours pas, faut passer à autre chose et il faut passer effectivement, et c'est là qu'on arrive sur le point très important, le multicanal. Si une personne ne vous répond pas sur LinkedIn, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, ça peut simplement vouloir dire que LinkedIn n'est pas son canal de prédilection, son canal préféré. Et peut-être qu'elle répond plus facilement par mail, ou peut-être qu'un appel fonctionne mieux pour ce type de cible. Et peut-être qu'un autre canal est plus adapté. Et c'est exactement pour ça que chez Synki, dès le départ, on a pensé la prospection comme quelque chose de multicanal. Parce que selon votre cible, selon votre ICP, selon votre marché, les canaux qui fonctionnent ne sont pas les mêmes. Le multicanal vous permet de multiplier les points de contact intelligemment sans être agressif. Et mécaniquement, plus de points de contact bien choisis, c'est donc plus de réponses. Alors encore une fois, tout est une question de dosage, de timing, de contexte. Les relances bien faites ne détruisent pas votre image, elles la renforcent parce qu'elles montrent que vous êtes sérieux, que vous êtes organisé et que vous savez mener une conversation jusqu'au bout. Et croyez-moi, énormément d'argent se cache dans des conversations que la majorité des gens abandonnent trop tôt. Et je vais vous partager un dernier tips très important pour optimiser encore davantage vos relances, un truc que très peu de gens prennent en compte et pourtant ça change absolument tout. Aujourd'hui, le vrai problème des relances n'est pas tant le fait de relancer. Le vrai problème, c'est de relancer les mauvaises personnes. Parce que dans la majorité des cas, quand vous relancez quelqu'un, vous ne savez pas si cette personne a réellement vu votre message ou non. Et il y a une énorme différence entre relancer quelqu'un qui n'a jamais ouvert votre message et relancer quelqu'un qui l'a lu, mais qui n'a pas répondu. Dans le premier cas, la relance, elle peut être perçue comme inutile ou mal timée. Dans le second cas, la relance, elle est totalement légitime. Et c'est exactement là-dessus qu'on a travaillé avec Synki. Dans une campagne, vous pouvez paramétrer vos relances pour qu'elles s'envoient automatiquement aux personnes qui ont effectivement lu votre message.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous ne relancez plus à l'aveugle, vous relancez uniquement quand vous avez capté un signal clair d'intérêt. Le signal ici, c'est pas une réponse, le signal, c'est le fait que la personne a pris le temps de lire votre message. Et ça change tout. Parce que dans ce cas, votre relance, elle n'est pas intrusive, elle devient logique, elle devient pertinente, elle devient presque attendue. À l'inverse, relancer quelqu'un qui n'a même pas ouvert votre message, c'est souvent contre-productif. Ce n'est pas qu'il n'est pas intéressé, c'est juste qu'il n'a pas encore vu passer votre message dans le flow. Et ça, c'est une nuance énorme. Grâce à ce type de logique, vous concentrez votre énergie sur les bonnes personnes. Celles qui ont montré un premier signal, celles qui sont potentiellement réceptives. Et croyez-moi, c'est ce genre de détail qui fait une différence colossale sur votre taux de réponse, sur vos conversations et sur la qualité globale de votre conversation. Encore une fois, on revient toujours au même point. C'est pas une question de faire plus, c'est une question de faire mieux, avec plus d'intelligence, plus de signaux, plus de contexte. Et c'est exactement comme ça qu'on construit une vraie machine à prospecter. Et pour terminer, je vais vous partager une étape bonus, une étape que 90% des gens ne font jamais, et pourtant c'est celle qui fait la différence entre une méthode qui fonctionne et une vraie machine à prospecter qui s'améliore toute seule avec le temps. Cette étape bonus, c'est la mise en place d'une boucle de feedback. Parce qu'une machine à prospecter, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas un système que vous lancez une fois et que vous laissez tourner en espérant que ça marche. Une machine performante, c'est une machine qui apprend. Aujourd'hui, la majorité des gens lancent des campagnes, envoient des messages, regardent vaguement s'ils ont des réponses, et soit ils abandonnent, soit ils continuent exactement pareil. Ils prennent jamais le temps d'analyser ce qui se passe réellement. Or, en prospection, chaque interaction est une donnée. Chaque réponse est un signal. Chaque non-réponse est aussi un signal. Chaque objection est une information extrêmement précieuse. Et votre rôle n'est pas seulement d'envoyer des messages. Votre rôle, c'est de lire votre marché. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après chaque campagne, vous devez vous poser quelques questions très rapides, très simples. Quels messages ont généré le plus de réponses? Sur quel segment précis de mon ICP? À quel moment de la semaine? Avec quel type d'accroche? Quelles relances ont débloqué des réponses? Celles basées sur le contexte? Celles basées sur l'humeur? Celles avec un peu d'humour? Quelle objection revient le plus souvent? Pas le moment, pas prioritaire, j'ai déjà une équipe, j'ai pas d'argent pour investir là-dedans. Ces objections-là, ce ne sont pas des problèmes. C'est de l'or finalement, parce que ça vous dit exactement comment votre marché pense. Et plus vous intégrez ces retours dans vos messages, dans votre contenu, dans votre positionnement, plus votre machine devient performante. C'est un système que vous devez améliorer continuellement. Et c'est pour ça que je dis souvent que la prospection n'est pas un sujet d'outils. Les outils liés à l'automatisation, ça vous aide à aller plus vite. Mais ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est votre capacité à vous à apprendre plus vite que les autres, à comprendre plus vite ce qui résonne, à ajuster plus vite vos messages, à affiner plus vite votre ciblage. Et quand vous mettez en place cette boucle de feedback, quelque chose change. Vos messages deviennent plus naturels, vos relances deviennent plus fluides, vos conversations deviennent plus qualifiées et vos taux de réponse augmentent mécaniquement. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus en train de tester LinkedIn, vous n'êtes plus en train d'improviser votre prospection, vous avez un système structuré, un système prévisible, un système qui apprend. Et c'est exactement ça, une vraie machine à prospecter. Alors pour conclure, retenez une chose simple que j'ai déjà dit en début de la vidéo. La prospection sur LinkedIn en 2026 n'est plus une question de volume, mais de système. Et pour exécuter ce système simplement, j'ai créé Synki. Synki, c'est l'outil de prospection tout en un pour transformer vos leads en conversations qualifiées. Vous pouvez trouver ou importer des leads en continu, lancer des séquences multicanales avec des messages vraiment personnalisés et centraliser toutes vos réponses au même endroit sans vous éparpiller entre plusieurs outils. Si vous voulez tester Synki, je vous ai mis un lien juste en dessous pour tester gratuitement pendant 14 jours. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et également, si vous voulez avoir accès au School, dans lequel je partage énormément de valeurs pour structurer, pérenniser et scaler votre activité, que vous soyez indépendant, solopreneur ou entrepreneur, et accéder à des templates, à des systèmes de création de lead sourcing et tout ce qu'il vous faut pour générer des opportunités de manière régulière, le School est également entièrement gratuit. Vous avez simplement à vous inscrire, le lien est juste en dessous de la vidéo. C'était Enzo Farné, fondateur de Synki, et c'était vraiment un plaisir de vous partager autant de valeurs, et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce style. À très vite, ciao ciao.